Je vous propose de reprendre la suite de ce que disait Patrick Rutschman à l'instant. Avec lui, on a évoqué la question des startups d'État, des entrepreneurs. On a parlé, alors on n'a pas parlé encore aujourd'hui, mais les outils comme bien sûr le design thinking, l'agilité, la culture du produit, donc c'est des choses qu'effectivement on trouvait dans le privé et qui ont fait leur preuve dans le privé. Comment est-ce qu'on les injecte dans les administrations et comment est-ce qu'on les ajoute dans la boîte à outils des administrations? Patrick. Merci pour cette question, Thomas. Alors, j'ai souvent tendance à dire qu'il y a trois grands modèles de transformation. La transformation dite de rupture, la transformation progressive et ce que j'appelle le fait d'ériger des points de repère modernes. Alors, dans le cadre de l'administration, on est confronté à des organisations qui sont complexes, qui sont structurantes et donc qu'il est compliqué de faire pivoter. Et donc, très clairement, la transformation de rupture, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que ça crée des biais culturels importants. Des biais culturels, c'est-à-dire que par rapport à une culture donnée, une culture de départ, vous pensez que cette nouvelle culture, elle bouscule trop? Elle bouscule trop, voilà. Et donc, du coup, c'est pas efficient. La transformation progressive, comme son nom l'indique, elle est progressive, donc souvent lente, et elle ne répond pas aux enjeux en fait, de concrétisation rapide de nouveaux services publics numériques. Ériger des points de repère modernes, à l'inverse, implique trois choses. Un impact expérientiel fort, d'accord, donc usager ou agent. Deuxièmement, un produit orienté solution dont on aura fait la preuve sur le terrain, d'accord, via du research. Et troisièmement, des architectures en fait qui seront faiblement ou pas du tout couplées en fait au système d'information, à des systèmes d'information existants, ce qui laisse en fait une certaine autonomie dans l'implémentation. Et en fait, ce modèle-là, en fait, correspond au modèle des startups d'État, d'accord, qui sont focalisées donc sur l'impact, sur le research et sur la concrétisation rapide. Et qui dit start-up d'État, donc dit des intrapreneurs qui viennent donc d'administration, qui vont être acculturés, coachés. Qui viennent d'administration, qui en sont issus? Qui en sont issus, d'accord. Ce n'est pas des gens de l'extérieur, forcément, qu'on va chercher. Non, les intrapreneurs, on va faire en sorte que ce soit effectivement des agents qui sont à l'origine en fait, du problème de politique publique, d'accord. Et par contre, on va effectivement donc les acculturer, les former, les coacher au Lean Startup, au Design Thinking, à l'agilité. Alors, sans forcément rentrer dans le formalisme de la méthode, mais pour qu'effectivement ils puissent utiliser en fait les différents éléments pour avoir de l'impact. D'accord. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est que comme on est en agilité, la startup, si elle perdure, on est dans la culture du lean, d'élimination du gaspillage. Si elle perdure, c'est qu'elle fait sens. Et à partir de là, ça veut dire que le produit de service numérique donc, a des chances effectivement d'être un succès. Et donc, il va déjà donner envie à d'autres organisations publiques de se dire tiens, ça a fonctionné, donc moi j'ai envie de faire la même chose. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, l'intrapreneur et son équipe formée, une fois qu'ils retourneront effectivement dans leur administration cible d'origine, très clairement, ils vont devenir des ambassadeurs de ces nouveaux savoir-faire. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, les vrais bras armés, on va dire, du déploiement de ces méthodes, ça va être, par exemple, l'organisation Beta au sein de la direction interministérielle du numérique, qui est un incubateur transverse, en fait, pour toute l'administration, donc qui peut déployer ces méthodes. Et en plus, on commence à trouver, effectivement, un certain nombre d'incubateurs présents, par exemple, au ministère de la Transition écologique, au ministère des Affaires sociales, qui sont donc directement des ambassadeurs locaux. D'accord. Comment est-ce qu'on assure, Patrick, l'impact d'un produit et comment justement on s'assure qu'il rayonne au sein de l'administration, justement de laquelle on est originaire, justement dans laquelle on retourne quand on est entrepreneur et justement qu'on veut faire rayonner ce nouveau savoir acquis, en tout cas ces nouvelles méthodes acquises? Alors, c'est très simple parce que c'est un peu comme dans le privé. Alors, avant de lancer une start-up d'État, en fait, on va faire déjà ce qu'on appelle la phase d'investigation. Et la phase d'investigation, déjà, elle va permettre de s'assurer en fait que le problème de politique publique adressé fait sens. D'accord. Et on va également s'assurer de la pertinence de la solution envisagée. Donc ça, c'est le premier point. Et après, on va tout simplement définir des objectifs stratégiques, des objectifs tactiques, des critères de succès, qui vont être mesurables et sérialisés dans le temps. D'accord. Et c'est tout cet ensemble qui va constituer en fait l'impact et les mesures d'impact qu'on va effectuer tout au long de la vie de la start-up. D'accord. Et donc, par exemple, je peux prendre pour exemple une start-up de Pôle emploi qui s'appelle Zen. Et donc, vous savez que
Pôle emploi, il y a une problématique, on va dire, de trop perçu sur les allocations chômage. Eh bien, cette start-up a décidé donc de prendre une catégorie socio-professionnelle, en l'occurrence les assistantes maternelles, et ils se sont dit, voilà, on va lancer donc un produit numérique et on prend l'engagement, effectivement, de diviser le trop perçu sur cette catégorie professionnelle, de le diviser par 2 en 18 mois. Donc, ils l'ont dit et ils l'ont fait. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez nouveau, voilà, avoir des services publics sur lesquels on prend des engagements et on les tient, d'accord. Donc cet impact positif déjà, tout simplement permet d'assurer le rayonnement de l'administration. D'accord. Dans le cas de figure des startups d'État, Maritza, qui est le sponsor du projet et comment est-ce qu'on va le chercher? Alors Maritza et puis Patrick. Ou Patrick puis Maritza, ça ne me dérange pas. Bon, comme vous voulez. Alors, les sponsors, souvent, on va retrouver en fait des hauts dignitaires, on va dire, des directions métiers concernées par le problème de politique publique. Dans certaines administrations centrales, cela peut être des secrétaires généraux. Là, j'ai en tête, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, on a un ancien consulaire général, voilà, qui va être sponsor. En fait, ce qui va être important, c'est que ce soit des profils, en fait, qui vont être convaincus par la démarche, qu'on va pouvoir utiliser à des fins de facilitation quand ce sera nécessaire, d'accord. Mais par contre, il ne faudra pas qu'il soit trop invasif. Donc, vraiment qu'il soit dans le rôle de sponsor. D'accord. Maritza, un mot pour oui, compléter. Je complète juste. Effectivement, il y a donc le sponsor, celui qui paye, bien évidemment. Mais on a constaté que les sponsors, c'est aussi toute personne qui soutient la démarche de l'entrepreneur. Et donc, du coup, aussi les incubateurs, comme les incubateurs transverses des Beta Group au sein des administrations. D'accord. Maritza, comment est-ce qu'on réussit un projet d'entrepreneuriat, une start-up d'État? Quelles sont les étapes clés de ce type de démarche? Oui, alors je pense tout de suite à 2 étapes clés. Donc la première, c'est le démarrage, mais aussi le transfert. Donc du coup, dans le démarrage, il faut faire une attention particulière à la qualité du partenariat et dans le transfert, au suivi du transfert. C'est très important de pouvoir suivre ces transferts. Et entre les deux, il y a plusieurs étapes. Donc du coup, l'investigation, la construction et l'accélération du produit. Si on reprend Zen, dont Patrick a parlé brièvement tout à l'heure, donc du coup avec une diminution du trop perçu de la moitié, et qu'on identifie une fois que le problème et que les indicateurs sont identifiés et partagés par tout le monde, que le levier d'action et donc du coup l'actualisation, et que la cible est identifiée, les assistantes maternelles, cette cible a été identifiée parce qu'elles avaient énormément du mal à faire leur actualisation parce qu'elles ont plusieurs employeurs. Le moment décisif, c'est tout le temps. Il ne faut jamais perdre de vue justement cet objectif. Et constamment, équipe et direction doivent se rappeler quel est le problème qu'ils sont en train de résoudre et pour qui. Oui. Lorsque l'équipe descend interviewer ces femmes, voir ces femmes, comprendre leur usage, les problèmes et savoir comment ils peuvent améliorer les produits pour elles, c'est un moment important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 16 000 femmes, 16 000 assistantes maternelles, font leur actualisation tous les mois via Zen. Et la diminution du trop perçu est de 57%. Ce sont les derniers chiffres qui ont été remontés en mars. Donc, dans le succès de ce type d'opération, il y a vraiment le fait de continuer tout le temps à rester en contact avec le public cible, entre guillemets. Oui, effectivement. Et à remonter et à rappeler à chaque instant pourquoi et pour qui on est là. Je veux dire, autant de direction qu'équipe. D'accord. Comment est-ce qu'on mesure l'impact de l'intra-entrepreneur sur l'administration? Là, vous avez donné un chiffre très clair avec Zen. Hein. On a un volume très clair, on a une baisse du trop perçu. Ça, c'est les mesures chiffrées. Mais comment est-ce qu'on mesure l'impact? Comment on mesure l'acceptation des nouvelles idées amenées? Comment est-ce qu'on le mesure, ça, concrètement? Ouais, très bonne question. Effectivement, donc du coup, l'impact de l'intrapreneur, il est lié à l'impact des startups d'État également. Donc du coup, on peut le mesurer, comme je l'ai dit précédemment, avec des indicateurs donc quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Et il y a aussi d'autres impacts qui vont être importants aussi, mais plus difficiles à mesurer, justement, comme l'agilité que l'intrapreneur va apporter à l'administration. Et pour donner un exemple concret, donc du coup, Sylvie Lebel, qui est l'intrapreneuse des Zen, il faut savoir qu'au départ, elle était conseillère en agence.
Et c'est parce qu'elle a vu de ses propres yeux ces femmes, ces assistantes maternelles, qui tous les mois avaient du mal à s'actualiser, qu'elle propose donc du coup qu'on remonte un problème et qui propose aussi une solution. Lorsqu'elle est entendue, lorsqu'elle a les moyens justement pour proposer cette solution, lorsque cette solution fait ses preuves, c'est toute une organisation qui est impactée. C'est-à-dire que tous les individus autour de Sylvie peuvent se dire également, je peux aussi également remonter un problème, identifier une solution, et donc du coup, je peux devenir aussi à mon tour acteur de ce changement. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cet exemple concret, Sylvie, elle travaille sur des sujets prioritaires de la direction de Pôle emploi et qu'elle travaille donc du coup avec les commandos UX dont a parlé Patrick Frischmann. Ça veut dire qu'ils remontent les informations directement du terrain, que ces informations vont diriger les décisions des métiers et que les métiers, et donc du coup, toute l'organisation va être impactée par cet effort d'agilité. D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités d'échec? Enfin, on imagine que toutes les startups d'état pensées ne mènent pas forcément à un produit fini. En tout cas, il y a des méthodes, il y a des outils qu'on peut exporter. Comment justement on rebondit lorsque notamment le produit n'est pas fini, mais qu'on a plein de méthodes qu'on peut réexploiter, on a plein d'approches? Comment est-ce qu'on rebondit dans ce type de cas de figure? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est en train de se demander si le titre d'entrepreneur est juste et si on ne devrait pas appeler ces entrepreneurs référents innovation, parce que dans tous les cas, échec ou non de la start-up, ces entrepreneurs peuvent apporter de l'agilité à long terme dans les administrations. D'accord. Et ce sera le mot de la fin. Maritza, merci beaucoup. Merci Thomas. Patrick, merci beaucoup. Merci Thomas.